Je vais commencer par me présenter alors. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue, merci beaucoup d'être là. Je suis Anne Faubry, je suis UX designer et également dirigeante associative dans l'association Designer Éthique, avec laquelle on est là aujourd'hui. Avec Aurélie, on a rédigé ensemble le guide d'éco-conception de services numériques. Et par ailleurs, dans mes activités, je fais de la formation, de la sensibilisation sur le design responsable, et puis je fais des missions aussi chez des clients, notamment en éco-conception, et donc parmi lesquels ce type de présentation. Alors, moi, c'est un peu la même. Je suis Aurélie Baton, donc je suis UX designer, donc membre aussi des designers éthiques et donc on travaille surtout sur l'aspect éco-conception. Je fais aussi des interventions, des ateliers sur le design et le numérique responsable en général et je contribue aussi au sein du collectif Conception numérique responsable et greennative.fr. Et nous sommes très heureuses d'être là avec vous aujourd'hui. C'est parti. Alors, déjà, quand on parle de design responsable, on va couvrir de nombreux sujets, donc notamment tout ce qui va être lié à l'environnement, donc comme l'éco-conception, le design systémique. On va avoir aussi tout ce qui est des notions d'accessibilité et d'inclusion, ou encore, il peut y avoir toutes les questions de design persuasif, de captologie, parmi, entre autres sujets. Et donc, si on passe, merci Aurélie, à la slide suivante, on voit que tous ces sujets sont eux-mêmes extrêmement larges et qui pourraient faire des heures chacun sur chaque sujet, que ce soit en termes de, par exemple, l'accessibilité, ça peut être toutes les questions de handicap qui sont chacun extrêmement spécifiques, mais il y a aussi l'accessibilité technique, notamment pour les personnes dans des régions éloignées et rurales ou avec des appareils anciens. Et donc, en fait, rien que sur ces thématiques, on pourrait passer des heures sur chaque sujet. Aujourd'hui, on est au Green IT Day, donc on va se concentrer sur les questions environnementales. Pour autant, si on passe à la slide suivante, on voulait vous montrer que tous ces sujets ils sont extrêmement interdépendants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les actions qui vont dans le sens de l'éco-conception, ça crée une sorte de cercle vertueux parce que si on prend l'exemple uniquement de la vidéo, eh bien, avec l'éco-conception, on va essayer d'éviter la vidéo qui se joue automatiquement, notamment, ce qui fait partie des bonnes pratiques en opposition à tout ce qui est design persuasif et captologie. On va essayer d'attirer l'attention de manière artificielle, comme avec une vidéo qui se joue automatiquement, et une vidéo en autoplay, ce n'est pas accessible. Donc, en fait, on voit bien que là, on a un exemple de bonne pratique qui est commun à ces trois sujets parmi d'autres. Et donc, heureusement, il y a plein de synergie entre ces différents thèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, même si on va se concentrer sur l'aspect environnemental et l'éco-conception, on va souvent mentionner d'autres aspects du design responsable qui sont interdépendants. Et donc, on va essayer de faire une courte introduction. Voilà, je pense qu'on va parler seulement 45 minutes. On va essayer de faire assez vite pour laisser du temps pour les questions-réponses, pour introduire rapidement d'abord les enjeux environnementaux du numérique. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, on a vraiment prévu que 2-3 slides là-dessus. Vous êtes déjà avertis, vous avez peut-être vu d'autres conférences sur ce sujet. On va se focaliser un peu plus sur une définition de l'éco-conception en lien avec le design de services numériques. Et après, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de montrer des bonnes pratiques. Il y en a beaucoup, donc on va vous en montrer que quelques-unes. On va essayer de les illustrer pour que ce soit très concret. Et on va aussi vous référer vers quelques ressources qui peuvent vous intéresser si jamais vous voulez aller un cran plus loin. Alors, sur les enjeux environnementaux du numérique, rapidement, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? À l'heure actuelle, depuis 2019, le secteur du numérique est équivalent à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Souvent, on a du mal à se rendre compte de ce que ça peut représenter. Pour se rendre compte, c'est l'équivalent de tous les camions du monde ou encore des émissions de carbone, de gaz à effet de serre de 2 pays comme le Canada et l'Allemagne réunis. Donc, en fait, c'est plus du tout négligeable, contrairement à ce que ça pouvait être pendant longtemps le numérique, notamment parce que c'est le secteur qui a sa croissance la plus forte. Et donc, d'ailleurs, ça devrait doubler d'ici 2025, et ça, c'était avant le Covid. Donc, c'est important que désormais, on s'attaque à cette question d'avoir un numérique plus sobre pour éviter cet emballement d'émissions de gaz à effet de serre. Et si on passe à la slide suivante, on parle beaucoup de l'aspect énergétique et de gaz à effet de serre. Il n'y a pas que ça. Dans l'aspect environnemental, évidemment, tout ce qui est consommation d'énergie primaire et d'électricité consommée par les serveurs, les réseaux, les batteries, c'est facile à mesurer. Donc souvent, on parle de ça. On parle aussi d'émissions de gaz à effet de serre. Mais le numérique, c'est aussi beaucoup de consommation de ressources et d'eau, notamment des ressources abiotiques, pour créer tout le matériel et les infrastructures qui sont nécessaires à l'usage du numérique. Et donc, si on passe à la slide suivante,
À votre avis, justement, quel est le plus gros producteur de déchets électriques et électroniques par habitant, selon vous? Vous pouvez répondre dans le chat, entre l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe. Pour l'instant, il y a l'Asie et l'Europe à égalité. L'Amérique du Nord qui arrive dans la course. C'est assez très bien réparti là entre les trois. Bonne réponse, Mégane, c'est l'un des trois. Ça paraît quand même très bien réparti. Il y a une petite dominante pour Amérique du Nord et Asie. Alors, on va vous afficher la réponse. Et la réponse, c'était l'Europe. Bravo à tous ceux qui ont répondu l'Europe. Et même, voilà, on a souvent l'impression que l'Asie et l'Amérique du Nord consomment plus que nous, mais en fait, non. C'est les Européens qui sont les plus gros producteurs de déchets électroniques et électriques par habitant, avec 16,3 kg par personne et par an. Et la France est encore au-dessus de cette moyenne, puisqu'on est à 20 kg par personne et par an. Donc, on peut vraiment mieux faire. Et si, Catherine. Et donc, justement, si on passe à la slide suivante, pourquoi on vous parle du matériel? Parce qu'en fait, c'est là que se trouve la majorité des impacts environnementaux du numérique. C'est lors de la fabrication qu'on va émettre le plus de gaz à effet de serre, consommer le plus d'eau, le plus de ressources, et même aussi près de la moitié de l'énergie, puisque ça consomme énormément d'énergie de transporter tous ces métaux, de les transformer. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se concentrer que sur la consommation d'électricité d'un équipement. Sinon, on ne regarde que 25 à 40% de l'empreinte énergétique totale. Alors, si on passe à la slide suivante, c'est pourquoi on peut se dire que l'enjeu, que nous, on est là quand même pour beaucoup d'entre nous, on crée des services et numériques. Voilà, quand on parle de design, on est là pour créer des services. Aujourd'hui, on n'est pas sur la création de produits. En tout cas, aujourd'hui, on va vous parler de ça. Et en fait, c'est important et on a un rôle à jouer, même sur la fabrication, parce que finalement, ce qui fait qu'on renouvelle autant notre matériel, c'est aussi parce que nos équipements ont une obsolescence qui est due à la couche applicative, qui est de plus en plus lourde et de plus en plus exigeante en termes de puissance, de processeurs, de RAM, d'affichage. Et donc, tout ça, ça fait qu'on renouvelle souvent nos appareils parce qu'ils deviennent lents, et non pas parce qu'ils ne fonctionnent plus. Et en fait, quand on fait de l'éco-conception, on va évidemment jouer sur tout ce qui est consommation d'énergie, notamment par les réseaux et les datas qui se transfèrent, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même l'enjeu principal qui est sur le matériel. Et donc, tout un aspect de l'éco-conception qui est clé, c'est de rallonger la durée de vie des équipements. Donc, c'est pour ça aussi, voilà, il y a d'autres conférences aujourd'hui que vous pouvez retrouver en replay sur comment faire des achats plus responsables ou avoir des éco-gestes en tant qu'individu, que vous avez peut-être vu, ou sinon qui sont très complémentaires avec ce dont on parle maintenant. Mais nous, on va surtout vous parler des bonnes pratiques qui vont, à terme aussi, faire durer la vie de nos équipements. Donc ça, c'était un petit point sur les impacts environnementaux du numérique. On ne va pas faire plus long, même si on pourrait dire beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est surtout de présenter des bonnes pratiques. Et avant, on voulait vous rappeler aussi, c'est vrai, pourquoi on veut faire du design responsable. Donc, au-delà de l'aspect éthique et de l'impact environnemental, en fait, on l'a dit, il y a tout un cercle vertueux qui va se mettre en place parce que les bonnes pratiques d'éco-conception vont dans le sens de plus d'accessibilité et une économie de l'attention. Ça va aussi dans le sens de la protection des données personnelles parce qu'on va éviter de mettre des trackers et des publicités inutiles pour revendre les données personnelles des utilisateurs. On va aussi fluidifier le parcours le plus possible pour qu'il soit le plus court et le plus simple. Tout ça, notamment pour des questions d'accessibilité, et notamment technique, ça va permettre de toucher beaucoup plus de monde, d'avoir une audience qui est accrue. Ça va faire des économies d'infrastructures notamment. Ça va améliorer le référencement parce que Google note notamment le mieux les sites qui sont les plus légers et les plus accessibles. Tout ça, ça permet d'améliorer aussi la valeur des marques de vos entreprises. Ça permet de ramener le design à la table des négociations à un rôle beaucoup plus stratégique, là où beaucoup de designers souffrent d'avoir un rôle un petit peu d'exécutant en production, en bout de chaîne. Et puis, ça permet aussi de devancer la loi, puisque sur l'accessibilité, on a une loi qui est contraignante depuis 2019, mais sur l'environnement, il y a plusieurs lois en préparation, que ce soit à l'échelle du Sénat, du Parlement et de l'Union européenne. Et donc, il y a encore plein d'autres raisons pour lesquelles c'est intéressant de faire du design responsable. Mais voilà, c'est aussi pour des raisons de stratégie et d'économie et de business pour l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui va venir abîmer le business. Au contraire, ça peut être tout à fait intéressant pour l'entreprise sur les plans financiers aussi. Alors, à mon tour.
Donc, vous avez sans doute, pour la plupart, déjà entendu parler de l'éco-conception. Mais on pensait que c'était important quand même de revenir sur la définition de l'éco-conception et de ce qu'on entend par éco-conception. L'éco-conception, c'est quoi? Donc, selon la définition de l'ISO 14062, l'éco-conception consiste à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit ou d'un service et lors de toutes les étapes de son cycle de vie. Donc ça, c'est super important. Et les clés de la démarche d'éco-conception, que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être déjà. Donc, la première clé, et je vais revenir après sur chacune de ces clés, c'est la définition de ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. Ensuite, j'ai regroupé les 3 clés suivantes sous un même titre parce que je trouve que c'est plus digeste. Donc, il va y avoir l'évaluation de l'impact environnemental de tous les équipements nécessaires au service numérique, sur toutes les étapes du cycle de vie du service et des équipements, et selon plusieurs indicateurs environnementaux. Et la dernière clé, c'est que ça va se faire dans une démarche d'amélioration continue. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu en détail qu'est-ce que c'est qu'une unité fonctionnelle. Eh ben, une unité fonctionnelle, tout simplement, c'est quoi? C'est la fonction principale d'un produit ou d'un service. Et donc, c'est une unité de référence représentative qui va correspondre à un acte métier. Et à quoi ça sert? Ça va servir à comparer notamment des services et des produits quand on fait une analyse de cycle de vie. Donc, on vous a mis des liens aussi vers notamment le pôle éco-conception qui fournit une bonne explication à ce sujet. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on entend par unité fonctionnelle? Donc, ça va être, si on prend par exemple l'exemple d'une billetterie, donc l'unité fonctionnelle d'une billetterie type Fnac, ça va être acheter une place de concert. L'unité fonctionnelle pour les pages jaunes, ça va être rechercher un numéro de téléphone. L'unité fonctionnelle de Doctolib, ça va être par exemple prendre un rendez-vous chez le médecin. L'unité fonctionnelle d'une banque en ligne, ça va être par exemple consulter son compte en banque. Et unité fonctionnelle pour une plateforme vidéo, ce sera par exemple regarder une vidéo avec des paramètres variables qui vont être par exemple pendant 10 minutes sur un smartphone. Donc ça, c'est schématiquement, c'est à peu près ça. Là, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est pour vous donner une idée de ce dont on parle. Ensuite, la deuxième clé, ça va être de faire l'évaluation de l'impact environnemental de tous les équipements nécessaires au service numérique, comme je disais tout à l'heure, et donc en prenant en compte les 3 tiers techniques, donc les terminaux, donc les appareils, le réseau, l'infrastructure réseau et les centres informatiques, les data centers. La troisième clé que j'ai regroupée en dessous, ça va être sous l'évaluation de toutes les étapes du cycle de vie du service numérique. Donc là, ce que je vous ai mis comme exemple, c'est un exemple de l'ADEME qui montre le cycle de vie d'un ordinateur portable. Donc on voit bien qu'au départ, il y a l'extraction des matières premières, la fabrication en composants électroniques, le transport, la distribution, l'utilisation et bien sûr la fin de vie et parfois un petit peu de recyclage. Une des clés principales, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça va être l'évaluation de l'impact environnemental selon plusieurs indicateurs environnementaux pour éviter les transferts de pollution. Donc Anne l'a spécifié tout à l'heure, en fait, il ne faut pas regarder juste un des indicateurs comme les émissions de gaz à effet de serre, mais on va regarder en fonction de notre unité fonctionnelle et du contexte, quels autres indicateurs vont être pertinents. Donc ça peut être l'épuisement des ressources abiotiques, les émissions de polluants, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, la production de déchets, les émissions de substances toxiques. Donc tout ça pour éviter les transferts de pollution, éviter de regarder un seul indicateur, mais plutôt plusieurs indicateurs. Et on fait ça donc dans une démarche d'amélioration continue.
on identifie les principaux leviers d'amélioration et on va choisir aussi le niveau d'éco-conception en fonction de nos besoins, de ce qu'on peut faire. Donc, ça peut être une amélioration de l'existant dans le cas d'un service qu'on ne peut pas refondre complètement, mais ça peut être aussi une refonte totale du service ou carrément repenser le système, l'infrastructure, etc. Alors, vous allez me dire, OK, sympa, mais on commence par où? Alors, donc ça, c'est une citation des 115 bonnes pratiques que je trouve très pertinente. C'est donc plus on intervient tôt, c'est-à-dire lors de l'expression du besoin et de la conception fonctionnelle. Oups, pardon. Du maquettage, plus le levier est fort en termes de réduction d'empreinte environnementale. Ça veut dire que les leviers, les plus gros leviers ne vont pas être au niveau de l'optimisation du code. Ça va être vraiment en tout début de chaîne au niveau de l'expression des besoins, du maquettage, etc. Alors, et on fait comment? Donc, on a des outils qui existent, qui ne remplacent pas une vraie analyse de cycle de vie faite par des expertes et des experts, mais qui peuvent être qui peuvent être des outils qui vont nous aider quand même. Donc, par exemple, Green IT Analysis, qui est une extension qui regroupe les fonctionnalités de EcoIndex et de Ecometer. Et au niveau de l'accessibilité, vous pouvez aussi utiliser des plugins comme Lighthouse ou Wave. On vous montrera tout à l'heure comment ça s'utilise. Et maintenant, on va passer à la partie bonne pratique. Hop. Et je te repasse la main, Anne, pour les étapes. Oui. Donc, effectivement, on a essayé de... On ne t'entend pas là, par contre, Anne. Ah bon? Pas beaucoup. C'est pas revenu? Je m'entendais pas. Est-ce que c'est bon maintenant, Aurélie? Non, enfin, je t'entends, mais c'est vraiment faible, quoi. Ah, c'est bizarre. OK. Et maintenant? Je approche mon micro. OK. Bon, bah, apparemment, les autres entendent mieux. C'est peut-être tes écouteurs. Ouais. Très bien. Merci pour vos retours. Donc, on va maintenant passer aux bonnes pratiques pour vous montrer quelques exemples très concrets de ce qu'on peut faire pour améliorer l'éco-conception d'un site ou d'un service numérique. Avant, on les a essayé de les classer dans les différentes étapes d'un projet parce que même si c'est important là, on a un plus fort levier, c'est en amont du projet. Sachez qu'à n'importe quelle étape du projet, on peut faire des choses, même si on arrive plus en bout de chaîne, une fois que les besoins ont déjà été, ou les demandes ont déjà été formalisées, on peut quand même faire des choses. Et donc là, la suite, les bonnes pratiques qu'on va vous montrer à la suite, elles ont été classées de la phase de cadrage à des phases d'itération de maintenance pour que vous puissiez voir un des exemples de ce qu'on peut faire un peu à chaque étape du projet. Yes. Alors, je commence par une bonne pratique qui va être au niveau du cadrage. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc ce qui va être super important, c'est de définir le besoin réel. Parce qu'en fait, on considère qu'il y a à peu près 45% des fonctionnalités des fonctionnalités demandées qui ne sont jamais utilisées et 70% qui le sont peu. Donc, ça va être important de vraiment bien quantifier le besoin et éliminer tout ce dont on n'a pas besoin. Donc, l'exemple que je vous montre là, on va prendre comme unité fonctionnelle écouter un podcast, parce qu'en fait, c'est l'application de podcast de la BBC. Et en fait, on peut télécharger les podcasts en haute qualité ou en basse qualité. Et là, typiquement, on peut se poser la question du réel besoin pour satisfaire l'unité fonctionnelle, se demander comment est-ce qu'on peut faire autrement et de voir quelle est la quantité, la longueur ou bien la qualité, donc dans ce cas-là, la qualité nécessaire pour accomplir une tâche. Donc, est-ce que la qualité nécessaire pour accomplir, écouter l'unité fonctionnelle, écouter un podcast, dans cet exemple, c'est d'écouter en haute qualité ou en basse qualité. En fait, l'important, c'est de pouvoir entendre correctement. Et l'option haute qualité, elle est 2 fois plus lourde dans ce cas-là
que l'option basse qualité. Et vraiment, j'ai fait le test, l'option basse qualité, elle est tout à fait correcte. C'est très peu, la différence est, enfin, moi, je ne l'ai pas perçue à l'oreille. Donc là, typiquement, dans ce cas-là, on pourrait tout à fait supprimer l'option haute qualité et garder que l'option basse qualité, qu'on nommerait bien sûr pas comme ça. Voilà, et on vous a mis, alors à chaque bonne pratique, on vous a mis un petit tag pour vous montrer les autres enjeux, parce que comme on vous a dit tout à l'heure, on se focalise sur le côté éco-conception, mais ça ne veut pas dire que ça ne joue pas sur d'autres côtés aussi. Donc là, en l'occurrence, un enjeu en plus qui serait la surcharge cognitive. Ensuite, on a une bonne pratique qui va être donc l'état des lieux et l'évaluation quand on a un service actuel. Donc, ça peut être faire une vraie ACV avec des experts. Quand on ne peut pas, quand on n'a pas ces moyens-là, et on peut quand même utiliser des outils, comme je disais tout à l'heure, comme greenIT.fr, greenIT Analysis. Donc là, en l'occurrence, pour l'unité fonctionnelle acheter un billet de train, on va se poser la question, voilà, on va évaluer le service en se posant la question quels sont les principaux problèmes, quels sont les leviers d'amélioration et quelles sont les priorités. Donc, je vais vite, rapidement vous faire une petite démo. Hop, merde. Hop, j'arrête le partage 2 secondes. Hop. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon? OK. Donc là, je vais aller chercher, j'ai installé le plugin greenIT Analysis. Je vais aller chercher dans mes outils de développement. Je vais d'abord commencer par l'onglet Réseau et je vais aller sur le site de la SNCF. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez ce qui se passe à mon écran? Oui. Voilà. Donc là, je suis sur le site de la SNCF. Je viens de l'ouvrir, vous avez vu. OK. Et j'ai des petits pieds qui bougent sur mon écran. Et pour l'instant, je n'ai rien fait, on est d'accord? Je n'ai rien fait. Et là, on voit, si vous voyez en bas, là, le nombre de requêtes augmente. Et pourtant, là, je ne fais rien. Le nombre de données transférées augmente aussi. Donc là, on est à 10 mégaoctets et 2 mégaoctets de données transférées. Et là, pour l'instant, encore une fois, je n'ai même pas entré ma destination, quoi que ce soit. Donc là, j'ai installé le plugin, comme je vous disais, greenIT Analysis tout à l'heure. Donc maintenant que ma page est à peu près chargée, je vais aller voir le plugin greenIT Analysis. Je sélectionne l'activation des bonnes pratiques. Et là, je vais lancer l'analyse. Alors, ça prend un petit peu de temps, surtout quand la page est lourde. Et là, j'ai un beau petit G. Hop. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que donc, pour ma page là, d'accueil, donc le score, il y a un score Ecoindex. On a aussi une indication, une estimation de la consommation en eau et des émissions de gaz à effet de serre pour cette page. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait une analyse, une évaluation, il faut pouvoir avoir différents indicateurs environnementaux. Donc là, ça correspond à ça, de l'eau et des gaz à effet de serre. Là, on a un nombre de requêtes très élevé, puisqu'en général, on essaye d'être en dessous de 30 requêtes. Une taille de page qui a 11 mégaoctets, en général, on essaye de viser en dessous de 1 mégaoctet. Et une taille de DOM, donc un nombre d'éléments qui est très élevé aussi. Et normalement, on devrait tendre à être plutôt en dessous de 600 éléments de DOM. Donc on voit, là vous voyez aussi en dessous un certain nombre de bonnes pratiques qui viennent de Ecometer et qui sont vérifiées. Donc il y a pas mal de bonnes pratiques qui sont assez techniques. Il n'y a pas toutes les bonnes pratiques, mais ça donne une bonne indication des éléments à revoir. Voilà. Et on pourra aller, après je pourrais vous montrer, aller plus loin dans
dans le fonctionnement du plugin si vous ne connaissez pas et si vous le souhaitez, quand on a un petit peu de temps à la fin. Hop. Mais c'est pour vous donner une idée. Je vais repasser au slide. Tac. Hop. Ensuite, donc une troisième bonne pratique qui est d'importance, c'est vraiment de simplifier le plus possible le parcours utilisateur. Parce qu'en fait, plus le parcours est fluide, plus l'utilisateur arrivera rapidement à accomplir son objectif et moins il aura vu, chargé de pages, de ressources, etc. normalement. Donc là, pour cet exemple, l'unité fonctionnelle que j'ai choisie, c'était de rechercher des informations sur les crédits d'impôt. Ce n'est pas du tout une critique du service en lui-même, c'est juste une expérience que j'ai vécue. Donc, les questions qu'on va se poser à ce moment-là, c'est OK, combien d'étapes j'ai à accomplir pour atteindre mon objectif et quels sont les points de douleur pour pouvoir après les améliorer. Donc, je vais pas retracer tout le parcours pour des questions de temps, mais en gros, le parcours, ça donnait un petit peu ça. Donc, j'ai accédé au site parce que c'est comme ça que j'ai fait plusieurs recherches, plusieurs pages. J'ai aussi utilisé le moteur de recherche et en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, j'ai fait un certain nombre d'étapes et à la fin, en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, du coup, j'ai fini par une recherche Google. Donc là, typiquement, un parcours comme ça, bah, c'est un parcours d'échec et donc le fait de ne pas trouver l'information qu'on recherche, eh bien, ça fait que l'empreinte environnementale est d'autant plus élevée. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre de choses? Donc, ça va être, donc, comme je disais tout à l'heure, simplifier le parcours et fluidifier l'expérience. Donc, une expérience similaire, ça va être par exemple sur le site de gov.uk, où en fait, au niveau de la navigation, c'est assez fluide et on arrive à peu près en 4 étapes aux résultats recherchés. Voilà. Et je te passe la main, Anne, pour cette bonne pratique. Merci. Une autre bonne pratique qui est intéressante lorsqu'on a fini le brief auprès du client, c'est lors de l'étape de priorisation, où là, en général, on a un budget, un certain nombre de ressources, on a à peu près défini l'expérience cible qu'on aimerait faire vivre à ses utilisateurs et il faut prioriser. On veut savoir quel est notre MVP, on veut choisir comment est-ce qu'on rentre dans le budget, donc on va devoir prioriser les fonctionnalités. Ce qui est intéressant comme outil, c'est de se dire, je priorise dans mon budget financier par rapport à mes ressources et leur taux journalier, mais je peux aussi prioriser dans un budget environnemental. Me dire, en fait, il se trouve que ma page, par exemple, je fais une page pour pouvoir accéder à des horaires de train. Et en fait, je me dis, ma page, je veux que mes utilisateurs puissent y accéder même quand ils sont en 3G et pas en 4G ou en 5G. Et même quand ce n'est pas une bonne 3G. Parce que par exemple, ils sont dans le TER et donc il y a la couverture réseau qui est mauvaise et ils n'ont pas le smartphone aussi de dernière génération. Et en fait, avec le site Performance Budget, on peut entrer ces types de conditions d'accès au site, notamment le réseau ou l'appareil, et après dire en combien de secondes je veux que la personne puisse accéder à la page. Par exemple, je me dis que je veux qu'elle accède en maximum 3 secondes parce qu'au-delà, elle va partir. Et on va me dire combien de mégaoctets il faut que ma page elle pèse. Et donc, on ne va pas juste choisir un volume, un poids de mégaoctets au hasard. On se dit, je le choisis en fonction des usages. Donc, par exemple, c'est important pour le taux de rebond, notamment, d'avoir une page qui n'est pas trop lourde pour que les personnes y accèdent rapidement. Parce que si le taux de rebond, entre une page qui charge en 1 seconde et une page qui charge en 6 secondes, pardon, on sait que le taux de rebond, d'après Google, est déjà multiplié par 2. Et en fait, ça augmente comme ça de manière exponentielle. Et donc, c'est important que la charge se charge rapidement. Et donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant à ce stade de priorisation de se poser la question, quel est le poids maximum que doit faire ma page? Et puis, quelle est la durée maximale acceptable pour que mon utilisateur effectue son action en ligne? Et après, j'évalue aussi mon projet
par rapport à ces limites-là que je me suis fixées en termes d'expérience utilisateur et par conséquent de budget environnemental. Et voilà, encore une fois, c'est pas un budget environnemental qui est au doigt mouillé, c'est par rapport à l'usage. Et là, l'usage, c'est notamment de pouvoir accéder en pas trop longtemps au site ou à l'application. Voilà, on peut changer de slide. Et donc, voici le site. On n'a pas le temps de vous montrer maintenant, mais c'est le site qui s'appelle Performance Budget. Et donc, ici, vous voyez, on peut charger, se dire que je charge en 3 secondes avec un téléphone 3G qui est en une connexion mauvaise. Et donc, le site nous accompagne comme ça pour configurer son budget, notamment en se disant, OK, ça veut dire que j'ai que 2 mégaoctets. Et donc, en 2 mégaoctets, je vais l'utiliser à 500 kilooctets en images et puis peut-être 1 mégaoctet en JavaScript, et puis le reste, ce sera du CSS. Et donc, ça permet aussi de voir à quel point il y a des choses qui pèsent très lourd, comme la vidéo, et des choses qui sont très légères, comme le CSS. Donc, ça permet de jongler entre ces différents facteurs quand je constitue mon budget environnemental, de la même façon que je pourrais faire avec d'autres budgets prévisionnels. Donc, c'est assez intéressant à la fois comme mentalité et puis comme outil. Et alors, selon vous, puisqu'on parle de poids de page, quel est le poids moyen, quelle est l'évolution du poids moyen d'une page web, donc depuis entre 1995 et 2015, de combien le poids moyen d'une page web a-t-il été multiplié? Donc, il y a Guillaume qui dit 100, beaucoup de 100 dans la salle, 50 pour Étienne, beaucoup de 100, 140 même selon Christophe. Alors là, on s'arrête à 2015. J'ai un peu donné la réponse. Et donc, si on clique, on est à vrai dire à 115 même, puisque le poids moyen est passé de 14 kilooctets à 1600 kilooctets. Et effectivement, depuis 2015, ça a encore augmenté. On n'a pas les derniers chiffres exacts, mais on pense que c'est désormais autour de 3 mégaoctets. Donc, ça continue d'augmenter sans cesse de manière un petit peu exponentielle. Et d'ailleurs, le temps de chargement moyen d'une page web, même si nos performances sont explosées en termes de puissance de réseau, finalement, il stagne depuis 10 ans parce qu'en fait, en même temps, on a un effet de rebond. Et donc, plus on charge vite et plus on fait des pages lourdes. Donc finalement, le temps de chargement est resté assez constant. 2 mégaoctets selon Christophe en moyenne désormais. Donc, ça continue d'augmenter. Voilà, donc c'est intéressant de se dire peut-être qu'on peut se fixer des limites à ce moment-là. Pour le prototypage, on a également des bonnes pratiques à cette étape-là. Ici, l'idée, c'est de prototyper en mobile first, ce qui est une excellente pratique de manière générale pour faire des interfaces responsives. Pourquoi est-ce qu'on recommande ça en termes d'éco-conception? En fait, ça nous force, mais c'est pour la même raison que pour l'expérience utilisateur en général, ça nous force à simplifier le contenu et à éviter les pages mobiles extrêmement lourdes parce qu'elles sont trop longues. Donc, en fait, avec Aurélie, on avait travaillé ensemble sur le site de designer éthique du guide d'éco-conception de services numériques. Et initialement, on a fait l'erreur de débutante. On avait commencé par prototyper la version web, et donc c'était la page de gauche où on avait des blocs de texte, mais on avait une page de longueur raisonnable, et quand on est passé sur mobile, c'était assez imbitable. Et donc, on s'est dit qu'on allait s'appliquer ça nous a fait une piqûre de rappel de bien penser à développer en mobile et à commencer même par le mobile. Donc, quand on commence par le mobile, on fait forcément une page beaucoup plus courte qui nous a incité ici à faire une introduction et un sommaire. Et après, qu'on a pu transposer en version desktop. Et ça nous a fait quelque chose de beaucoup plus digeste et de beaucoup plus simple. Et donc, ça améliore à la fois l'accessibilité technique, parce qu'en fait, peu importe l'appareil sur lequel je me connecte, ça va être beaucoup plus facile de naviguer dans le contenu. Et puis, ça évite la surcharge cognitive qui, au-delà des personnes avec des handicaps de type cognitif, va soulager tous les utilisateurs. Moi. Donc ensuite, une 6e bonne pratique, c'est que vous connaissez certainement, c'est l'optimisation des images. Donc les images, ce qu'il faut savoir, c'est l'un des éléments qui alourdit le plus, avec les vidéos, bien sûr, nos pages web. Donc c'est important de les optimiser et de compresser les images pour réduire le poids de la page. Et alors, ce qui est important de se poser aussi comme question, avant tout, c'est est-ce que l'image est nécessaire et est-ce qu'elle apporte une vraie valeur? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre d'image du tout, c'est juste se poser vraiment la question au lieu d'avoir recours à nos automatismes.
Ensuite, une autre question qu'on va se poser, c'est quelle qualité et quelle taille est nécessaire. Donc, une des bonnes pratiques, c'est d'optimiser les images et de réduire leur taille, de choisir aussi le bon format d'image. Donc, ça peut être JPEG pour des photos ou WebP avec plus récemment, ça peut être du SVG pour tout ce qui est illustration. En fait, donc, faut vraiment voir en fonction du contexte le format qui est adapté. Compresser les images et ajuster la qualité. C'est pas toujours nécessaire d'avoir une qualité super, une super haute définition. Et aussi penser à d'autres alternatives. Est-ce qu'on a d'autres alternatives que de mettre des photos? Est-ce qu'on peut mettre autre chose à la place? Et aussi, oui, effectivement, se poser la question de l'accessibilité de l'image. Donc, par exemple, quand il y a du texte sur l'image, ça ne va pas pouvoir être lu par les lecteurs d'écran. Donc, c'est vraiment important de penser à cet aspect-là. Et quand on a des photos, est-ce qu'elle est inclusive? Donc, c'est des choses à penser en plus. Est-ce que ça représente la variété des genres? Alors là, c'est un petit test pour vous. Alors, en fait, on a 2 images qui sont les mêmes et vous allez devoir deviner le poids. Donc là, elles ont été, retaillées, mais le poids original et la taille de ces images. Donc c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Donc vous pouvez, nous donner, une petite réponse dans le chat, si vous savez. Pas facile. Yes. La 2 est la moins lourde, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, c'est pas facile, hein, surtout qu'en plus là, on est en partage d'écran, donc c'est vrai que c'est pas évident. Deuxième est la plus light. OK, allez, je vous montre. Donc ça, c'est des images que j'ai récupérées sur Unsplash. Voilà, voilà. Donc par défaut, la taille originale que j'ai téléchargée pour la première, elle fait elle est très large et le poids, donc c'est presque 10 mégaoctets, alors que l'autre qui est, téléchargée en taille, small, elle est donc 100 fois plus légère et elle fait un poids de 100 kilooctets. Donc ce que je voulais illustrer par cet exemple, bah, c'est qu'en fait, pour ce genre de choses, par exemple une présentation, même une illustration, une photo dans un blog, on n'a pas besoin de l'image originale par défaut qui est à 9 mégaoctets. Mais en général, l'option, plus retaillée et beaucoup plus et optimisée est tout à fait est plus légère, mais fait tout à fait l'effet escompté. Alors, pour ceux qui ne sont pas experts en images, il y a quand même des outils qui existent et qui permettent vraiment d'optimiser et de gagner justement au niveau du poids des images. Il y a par exemple Short Pixel, mais il y en a d'autres. Donc là, c'est juste quelques exemples d'images, dont celle que je vous montrais tout à l'heure. Donc même rien qu'en donc en optimisant cette image sur Short Pixel, on passe facilement de 10 mégaoctets à 3 mégaoctets, par exemple. À toi, Anne, je te repasse la main. Merci Aurélie. Une autre chose qui pèse souvent très lourd sur les sites, c'est les vidéos. Pour autant, on sait tous que c'est un moyen très efficace parfois d'impliquer les utilisateurs et d'attirer leur attention, d'expliquer des choses. Donc, ce qui est important dans un premier temps, c'est de se demander si elles sont nécessaires, toujours de se rapporter aux usages quand on fait du design, évidemment. Parfois, on a des clients qui veulent mettre des vidéos à tout prix, partout. Donc ça, c'est très contre-productif. Ça peut rapidement être très gênant et avoir un peu l'effet inverse de ce qu'on souhaite. Donc déjà, c'est important de se demander de quelle vidéo est-ce qu'on a besoin et est-ce qu'elle est nécessaire, est-ce qu'elle a la bonne durée. Mettre des vidéos de 5 minutes d'explication, ça ne sert à rien, personne ne va les regarder. Donc voilà, de s'interroger vraiment sur ses usages. Si c'est un MOOC, évidemment, bah, voilà, le site n'a pas du tout le même usage. Donc c'est toujours par rapport aux usages, il ne s'agit pas de bannir la vidéo.
mais selon ses usages, est-ce que c'est utile? Deuxièmement, il s'agit de choisir la bonne résolution. Pour ça, il y a des outils très efficaces. Enfin, ouais, bah, on peut par exemple servir deux vidéos de tailles différentes sur son serveur. Et en fait, selon si la personne est connectée sur un appareil mobile ou sur un ordinateur, lui servir une vidéo qui ne sera pas la même en termes de résolution. Ça sert à rien de montrer du HD à des personnes qui sont sur un smartphone. Ça va faire transférer des données de manière inutile. On recommande de ne pas utiliser le plugin YouTube directement en incrusté dans la page parce qu'en fait, à lui tout seul, il pèse 2 mégaoctets. Et en fait, ce qu'il vaut mieux faire pour avoir, donc s'il y a plusieurs vidéos comme dans la page Welcome to the Jungle, eh ben, on aura 2 mégaoctets fois autant de vidéos, donc ici 5. Donc on aurait déjà 10 mégaoctets de la page juste avec le plugin YouTube. Donc ce qu'on recommande, c'est de faire des images cliquables qui ressemblent à des vidéos, mais en fait, quand on clique sur l'image, là, il y a le plugin qui s'ouvre en grand, en plein écran. Et donc, seules les personnes qui souhaitent vraiment voir la vidéo la chargent. Et donc, ça évite de charger le plugin ou encore pire avec l'autoplay, charger la vidéo pour des personnes qui ne sont pas intéressées par son contenu. Et enfin, on recommande donc de servir ces deux tailles différentes, notamment en compressant correctement la vidéo. De la même manière, ça ne sert à rien de mettre du 4K. Souvent, quand on commande une vidéo, un prestataire, il va nous la donner en très bonne qualité. Souvent, le 720p, c'est largement suffisant pour des usages web dans la plupart des cas. Et avec des logiciels gratuits comme Handbrake, qui a un petit tutoriel très bien fait par Gauthier Roussil, on peut savoir très rapidement, enfin, on peut très facilement, en quelques clics, même en étant novice, compresser la vidéo pour le web en 720p par exemple, voire en plus petit pour un mobile, sans avoir de perte perceptible de la qualité de l'image. Et donc toutes ces bonnes pratiques concernant la vidéo, elles ont d'autres impacts positifs. Donc, notamment quand on ne fait pas d'autoplay, bah, ça évite d'exclure les personnes qui ont un handicap visuel parce que le lecteur d'écran va être superposé avec le son de la vidéo, ce qui va énormément gêner les personnes en handicap visuel. En plus, il y a des enjeux de captologie. Il y a plein de sites, que ce soit Marmiton, la chaîne Météo, où il y a des vidéos qui se lancent automatiquement alors qu'on n'est pas venu chercher une vidéo, on est venu chercher une recette de cuisine ou la météo du lendemain. Et donc ça va venir gêner notamment même aussi des personnes autistes, par exemple. Et par ailleurs, il y a aussi les questions d'accessibilité technique quand on est dans une zone qui a un faible réseau, une faible couverture informatique, enfin d'accès à Internet, on peut être exclu de l'accès à la météo ou à la recette parce que en fait, la page pèse 10 mégaoctets parce qu'il y a une vidéo dessus qui se joue toute seule. Donc ça peut vite être agaçant et pas répondre aux attentes d'accessibilité de base. Donc voici les bonnes pratiques concernant les vidéos. Enfin, entre autres, on conseille de les sous-titrer aussi pour les personnes malentendantes. Donc, je reprends. Donc, une autre bonne pratique, ça va être de limiter tout ce qui est plugins et widgets. Et c'est vrai que souvent, les sites, spécifiquement ceux qui sont faits avec des CMS de type WordPress, etc., ils utilisent des plugins pour les icônes de réseaux sociaux, les cartes, les Google Maps intégrées, les vidéos, comme disait Anne tout à l'heure, YouTube qui sont intégrées, les carousels. Alors le problème là-dedans, c'est que ça nécessite beaucoup de ressources et ça génère aussi beaucoup de requêtes qui pourraient être facilement évitées. Donc là, c'est des exemples, voilà, donc ce que j'entends par icône de réseaux sociaux, c'est ça. Et on voit souvent sur de nombreux sites, parce qu'il y a aussi un effet de mode, hein, les Google Maps intégrés. Donc là, typiquement, c'est un cas où voilà, on a une Google Maps intégrée avec qui montre deux endroits. Bon, la Google Maps intégrée n'est pas justifiée et on peut faire autrement. Alors, comment on peut faire? Eh ben, on peut remplacer les widgets de réseaux sociaux, notamment par des icônes, des images et un lien. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous, sur le site des designers éthiques. Ou bien, donc ça, c'est un exemple du Low-Tech Lab, ou bien juste des liens, tout simplement. Et après, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on en a besoin à toutes les pages? Donc, il faut vraiment réfléchir, réfléchir aux besoins. C'est la même chose pour la Google Maps qu'on voit souvent. On peut décider de la remplacer par une image et un lien, comme on voit sur cette image. Ça peut aussi être juste, il n'y a peut-être pas besoin d'image du tout. Peut-être qu'on a juste besoin de l'adresse et d'un lien vers OpenStreetMap, par exemple.
Ou même, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un lien? On peut aussi se poser la question, peut-être que l'adresse suffit si personne, si on n'a pas de client qui doit nous rendre visite, peut-être qu'on n'a pas besoin du tout. Voilà. Je me Je demande te si on ne va pas passer, Aurélie, peut-être passe directement à la la main. conclusion pour prendre les questions. Ah! Je vois que l'heure tourne et il est déjà 48. Oh, je pense qu'on peut vite fait finir, non? D'accord. Vas-y, je t'en prie. Donc, sur le développement, par exemple, il y a pas mal de bonnes pratiques qui vont dépendre des discussions qu'on va avoir avec les développeurs notamment. Donc, en tant que designer, c'est aussi nous qui pensons les interactions. Typiquement, le scroll infini est quelque chose qui est souvent banni des pratiques d'éco-conception. Et on va plutôt s'interroger sur combien est-ce que j'ai besoin d'afficher d'éléments sur la page. Par exemple, pour des articles au-delà de 9, c'est peut-être pas utile. Ou bien Unsplash à l'inverse, rapidement, on atteint des pages qui pèsent 20 mégaoctets quand je scrolle 4-5 fois vers le bas. Est-ce qu'il y a besoin de voir 100 images pour en trouver une qui me plaise? On pourrait choisir de limiter, comme c'était le cas autrefois même sur Facebook, limiter le nombre, ça résout des problèmes notamment de captologie. Et la 10e bonne pratique, je crois qu'il y en a 2 encore. Ah ouais, c'est vrai, on en a 2 encore. Vas-y. Donc, il y a aussi l'idée de tester. Donc, en dernière étape, avant de livrer son projet, évidemment, tester l'accessibilité, tester avec les outils du développeur, notamment avec une faible connexion, l'affichage de son site pour des raisons d'accessibilité technique ou encore d'accès à personnes en situation de handicap. Et puis, la page suivante, il me semble que c'est des questions de... Ouais. Alors, une autre bonne pratique, ça va être de penser au mode hors ligne. Donc, penser à une visualisation hors ligne pour être accessible, notamment dans des zones pas ou peu couvertes, ou peu couvertes, par exemple. Donc là, cet exemple-là que vous voyez ici, c'est une application qui s'appelle Mapeo. Et en fait, elle est utilisée, par exemple, par le peuple Warani, qui vit au milieu de la forêt amazonienne. Et ils utilisent cette application pour cartographier, c'est la fin de la journée, les ressources de la forêt. Et donc, typiquement, pour ce genre de travail où en fait, il n'y a pas du tout de connexion en plein milieu de la forêt amazonienne, et ben, cette application, elle fonctionne avec un mode hors ligne. Donc, ils peuvent cartographier et après, une fois qu'ils sont rentrés et qu'ils ont une connexion, entrer les coordonnées GPS des éléments qu'ils ont pu recenser. Bon, pour les ressources, on vous donnera de toute façon le lien vers le guide. Peut-être que, comme disait Anne, on va passer aux questions maintenant, parce qu'on a fini en gros. Hop. Voilà, j'ai vu qu'il y avait 2 questions. Je vous ai mis le lien du guide Est-ce que dans le les chat. participants Et je peuvent se démuter aussi ou quoi? je ne sais pas, mais il y avait des questions arrivées dans le Ok, question-réponse déjà qu'on peut prendre. Il y avait une ouais, question ça marche. de Gabriel qui nous demandait quel est votre avis sur les solutions qui rendent automatiquement, entre guillemets, un site web accessible, Ah, type Lisio. Merci Christophe. Donc on est allé voir, moi je ne connaissais pas Lisio personnellement. Je trouve que c'est une solution en tout cas qui vend du rêve. Après, j'ai regardé leur site, il n'est pas accessible. Ils ont pas mal de petites erreurs d'accessibilité, notamment sur le fait de nommer les champs du formulaire hors du champ pour que ce soit lisible pour un lecteur d'écran. Il y a des images qui n'ont pas forcément de texte alternatif différent entre elles. Il va y avoir pas mal de petites choses comme ça. Bon, c'est vrai que pour un site qui est censé aider à l'accessibilité, ça me gêne toujours quand c'est pas accessible. À voir. Je pense que c'est toujours mieux que rien, de toute façon. Désormais, c'est vrai que c'est une obligation légale pour toutes les entreprises qui font plus que 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et toutes les entreprises du secteur public d'avoir leur site qui se répondent au moins à la norme AA, donc RG2A selon le gouvernement français. Et ça, c'est quand même une norme qui est déjà très exigeante. Donc, s'il y a des outils comme Lisio qui peuvent aider, il y en a d'autres et des plugins aussi qui peuvent faciliter l'amélioration de son site, eh bien, c'est déjà top que ça existe, hein. Bravo à eux déjà d'avoir tenté quelque chose d'aussi ambitieux. Ça n'a pas l'air parfait. Mais voilà, je ne connais pas plus que ça, si je peux répondre en quelques lignes. Puis, un truc qui m'a un peu gênée, c'est que sur leur site, par défaut, ils n'activent pas la partie éco-conception. Je trouve ça dommage. Peut-être que c'est pour des raisons pédagogiques, de qu'on puisse voir l'avant-après. Mais c'est vrai que par définition, l'éco-conception, ce n'est pas censé être une option. Tout comme l'accessibilité, je ne suis pas censée cocher accessible ou cocher l'éco-conception. Normalement, c'est censé être par défaut et on est même censé ne même pas s'en rendre compte, tellement c'est bien fait. Donc ça, c'est... Après, voilà, on peut en débattre. Mais
En tout cas, c'est intéressant que ça existe. Alors, Grégory nous demande si la présentation sera disponible en replay. Donc, très contente, en tout cas, Grégory, que tu aies trouvé de l'intérêt de notre présentation. Et tant mieux si ça peut être diffusé auprès de tes étudiants. Je crois effectivement que toutes les présentations ont été enregistrées. Il me semble que Digital 113 va les rediffuser par la suite. Donc, je crois que ce sera disponible donc à suivre peut-être dans les mails qui suivront les conférences. En tout cas, merci à tous de vous être inscrits. Ensuite, il y a un spectateur anonyme qui nous demande: est-ce que vous faites une différence entre une application mobile et un site responsive sur smartphone, où les conseils sont identiques? Très bonne question. Ouais, alors je pense que je me permets, hein, Anne. Vas-y, j'ai déjà répondu aux deux autres. Mais en règle générale, je pense que de toute façon, les conseils sont applicables, sauf si vous pensez à quelque chose en particulier qui ne serait pas possible d'appliquer. Par contre, ce qu'on conseille en général en éco-conception, c'est de plutôt utiliser des PWA, des Progressive Web Apps, parce que justement, ça permet de mettre les données en cache et d'éviter une installation d'une application et d'éviter aussi les mises à jour automatiques régulières. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Sachant qu'il y a pas mal de montées des PWA aussi, des Progressive Web Apps, qui sont une alternative Ouais, c'est ça. intéressante aux Ouais. applications. N'hésitez pas à réagir encore dans les commentaires. Il y avait une question de Megan aussi dans le chat qui demandait: avez-vous des solutions miracles pour faire de l'éco-conception dans le domaine public? Effectivement, Megan, c'est vrai que dans le domaine public, il y a souvent beaucoup de ressources. Alors, il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Pour autant, il y a toujours des quick wins à faire. Peu importe le client, peu importe qu'on fasse de l'accessibilité, de l'éco-conception, on peut toujours commencer quelque part. Il y a souvent des choses à faire. Que ce soit ici, si tu parles de quantité d'informations impressionnantes, ça peut être la hiérarchiser, tout simplement, de manière plus structurée, pour améliorer à la fois le parcours utilisateur qui sera moins perdu et puis charger moins d'informations à la fois. Mais bon, ça, c'est déjà plus facile à dire qu'à faire, c'est déjà des gros chantiers. Et puis après, des quick wins qui sont un peu plus anecdotiques, mais qui peuvent être intéressants aussi sur, par exemple, s'il y a des PDF à télécharger, et expliquer qu'en fait, en cliquant sur ce lien, ça va m'ouvrir un PDF et expliquer le poids du PDF entre parenthèses. Ça, c'est une bonne pratique normalement qu'on va appliquer sur le numérique, ou expliquer qu'on va vers une vidéo ou proposer deux formats pour la vidéo. Enfin, voilà, ça peut être des quick wins qui ne vont pas changer l'architecture du site ou nécessiter nécessairement beaucoup de développement. Mais oui, il n'y a pas de solution miracle, malheureusement, même si l'architecture de l'information peut déjà faire beaucoup en termes d'éco-conception. Il y a une question de Guillaume aussi. Ouais. Vous avez parlé principalement de sites grand public, mais que recommanderiez-vous pour les outils pro type solution SaaS? Très bonne question. Je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris la question. Je pense que Guillaume parle des outils qu'on peut utiliser en termes de professionnels, soit des plateformes, ça peut être peut-être des CRM, etc. Soit ça peut être aussi des outils qu'on peut utiliser en tant que professionnel, que ce soit des outils Salesforce, ou des outils même de designer, peut-être Figma et autres. J'imagine que voilà, en tout cas, Étienne s'est intéressé par la question de Figma versus Sketch. Effectivement, alors moi, j'ai mesuré un peu Figma, c'est vrai que ça va très, très vite, la quantité de données qui est transférée par rapport à bosser sur XD ou Sketch et après uploader. Évidemment, ça offre aussi un certain confort. Ce sont des très beaux outils, en tout cas, voilà, Figma, Sketch que je peux connaître. Donc, c'est vrai que quand c'est entièrement sur le cloud, c'est plus lourd en termes de transfert de données. Et en fait, et moi, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais en télétravail, parfois, quand on était je ne sais pas si vous êtes arrivé d'aller dans des endroits avec une moins bonne connexion Internet, ça pouvait parfois être très compliqué de travailler. Donc c'est vrai que ces solutions, parfois, sont prévues pour des gens en ville avec la fibre. Et ça peut être rapidement compliqué de télétravailler ailleurs ou avec un VPN un peu réticent. Donc voilà, pas plus de réponses que ça. Après, de toute façon, à un moment, il faut travailler. Donc, il ne faut pas que si on passe plus de temps sur l'ordinateur à la fin pour faire la même tâche, c'est contre-productif. Ce qui est au cœur de l'éco-conception, c'est toujours la fluidité du parcours. Donc, permettre aux personnes de faire le plus rapidement possible ce qu'elles ont besoin de faire et pas forcément plus. Donc parfois, il faudra. Je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent utiliser Figma que Sketch, ça les rend nettement plus efficaces. Et si ça évite 15 000 allers-retours, 15 000 échanges, c'est là où il faudrait comparer les unités fonctionnelles de bout en bout pour vraiment savoir ce qui est le plus pertinent comme outil.
C'est vrai que c'est très compliqué de mesurer aussi son impact environnemental sur des logiciels, que ce soit Slack, que ce soit n'importe quel software as a service. C'est déjà beaucoup plus, voilà. On a des outils comme Carbon Analyzer ou Knaity qui nous permettent de mesurer des sites web, mais dès qu'on parle de solutions, ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué de mesurer. Oui, parce que comme on disait tout à l'heure, on mesure aussi pas, on mesure pas une page, on mesure un parcours utilisateur, on mesure une unité fonctionnelle. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident. On a répondu à la question de Mégane ou pas? Alors, Mégane, elle en a reposé une autre. Est-ce que vous allez refaire des ateliers comme vous avez fait courant septembre? Oui, instant pub. Alors, effectivement, avec Designer Ethic, on fait des ateliers pour vous permettre de prendre en main notamment le plugin Green IT Analysis sur tout un parcours de bout en bout, ce qui vous permet aussi d'avoir des indicateurs quantitatifs à montrer notamment, soit à mesurer pour mesurer votre progrès, soit parfois dans des positions de plutôt product owner ou product manager, project manager pour rendre des comptes ou montrer les progrès qui ont été faits. Donc, voilà, c'est des ateliers qu'on fait, qui sont payants, qu'on fait une fois par mois. Donc là, il y a une date qui devrait ressortir normalement en octobre. Ça fait partie de notre to-do de demain que de choisir une nouvelle date. Donc, Mégane, si tu es intéressée, c'est prévu qu'on en refasse très bientôt. Donc, voilà, n'hésitez pas. Il y a des newsletters aussi de Designer Ethic si vous voulez rester ou suivre sur le Twitter, LinkedIn ou Slack. On informe toujours des lancements des nouveaux ateliers. Il y a une Il y question a de Antoine Étienne. aussi Ah oui, on a loupé dans, un autre. dans les questions-réponses qui demande comment se passer ou remplacer les zones d'autocomplétion ou les listes de choix. Les zones d'autocomplétion, ouais, effectivement. Tu penses à quelque chose en particulier ou pas? Alors moi, ça m'évoque notamment quand on commence à taper dans une barre de recherche et qu'on nous propose une complétion, donc Ouais. vraiment en mode autocomplétion. Mm. C'est vrai que ça, si on a un moteur de recherche qui est efficace ou si on a une hiérarchie de l'information qui est bien faite en entonnoir, normalement, on peut s'en passer. Après, c'est vrai qu'il y a des histoires aussi au niveau d'autocomplétion. S'il y a vraiment besoin de mécanismes d'autocomplétion, il peut y avoir des cas où c'est vraiment nécessaire. Ça peut jouer aussi au niveau du nombre de caractères. Donc, en fait, l'autocomplétion ne va pas fonctionner à chaque caractère, mais ça va être, par exemple, tous les 4, 5 caractères. Et du coup, ça fait un peu moins de requêtes. Après, euh, c'est pas là où je suis le plus spécialisée, mais normalement, il y a quand même des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là si vraiment l'autocomplétion est absolument nécessaire. Je ne Ensuite, sais il y pas avait si une ça répond question à la effectivement question. de Étienne. Existe-t-il Oui. des labels de certification éco-conception au-delà de la notation informative que donnent certains sites? Alors, il n'y a pas de label éco-conception pour des sites à proprement parler. Enfin, pas que je connaisse en tout cas. Il y a effectivement il y a des scores éco-index, des scores, il y a d'autres sites, d'autres calculateurs qui donnent des scores. Par contre, c'est très difficile en fait, de donner un label parce que, comme on disait tout à l'heure, en fait, ce qu'on regarde, ce qu'on doit regarder en éco-conception, ce n'est pas que la page, c'est le parcours utilisateur. Donc, c'est un peu difficile de mettre un label sur quelque chose qui est... Voilà. Il y avait une conférence cet après-midi justement sur la labellisation. Je crois qu'il y a un label qui est en train de se créer. Donc, Étienne, si vous voulez regarder, il doit y avoir un replay qui sera disponible normalement si vous n'avez pas pu aller à cette conférence cet après-midi. Ça fait partie spécifiquement de ce sujet. Ça fait partie des sujets qui revient souvent. Mais je ne suis pas sûre que le label NR il soit vraiment sur un site spécifiquement, Christophe. Parce que je vois que tu as mis, il y a le label NR de l'agence Lucie, mais c'est pas forcément au niveau du service numérique en lui-même, si. Oui, c'est sur une Ouais, c'est organisation. sur une organisation, c'est ça. Il y a des choses qui existent, des choses qui naissent. Je pense que ça va continuer de se développer probablement. Il y a beaucoup de demandes. Alors Antoine, j'ai vu que vous aviez complété votre question sur les zones d'autocomplétion. J'espère qu'on a répondu entre-temps. Vous parliez des listes de fonctions, des listes des NAF, etc. Lors d'un saisie d'un formulaire. Une liste de choix, ça ne consomme pas forcément beaucoup. Enfin, ça reste du dynamique. Évidemment, un site dynamique
sera pas évalué de la même manière qu'un site statique. Ce qui est plus gênant, c'est quand il y a des requêtes en permanence pour chercher de l'autocomplétion par rapport à ce qu'est en train de taper la personne dans la barre. Mais si c'est des listes de choix, ça c'est comme par exemple quand on choisit une langue ou un pays dans une liste, ça ne consomme pas particulièrement, pas forcément besoin de remplacer. Il vaut mieux ça que d'avoir un utilisateur qui se plante et après qui est frustré parce qu'il se retrouve sur la même page bloqué et essaie de rentrer quelque chose qui n'est pas au bon format. Donc je dirais oui pour la liste de choix, éviter l'autocomplétion qu'on peut avoir parfois dans l'e-commerce, où ils veulent deviner le modèle de smartphone qu'on cherche, où là, la valeur utilisateur est un peu moins forte, alors que ça génère pas mal de requêtes. Donc, Christophe nous dit dans le chat qu'on peut labelliser un service avec le label NR. D'accord. Donc, un site. Merci, Christophe. Il y a aussi une question de Aura. Est-ce que la plupart des designers UX UI sont formés et ou sensibilisés à l'éco-conception dans leur parcours? Alors, pour l'instant, je n'ai pas l'impression parce qu'on est souvent sollicité par les universités pour leur donner des formations à ce titre. Les écoles d'ingénieurs, je crois qu'il y a qui sont pas mal emparés du sujet. Dans les écoles de design, c'est encore assez récent. Oui, il n'y a pas encore. Et c'est encore assez émergent. Et paradoxalement, j'ai été jury il n'y a pas longtemps dans une école de design et il n'y a pas forcément beaucoup d'attentes là-dessus des étudiants, j'ai l'impression. Donc j'espère qu'ils vont être plus sensibilisés à l'avenir. Certaines écoles sont déjà positionnées là-dessus. Ça reste encore un différenciant, je pense, à l'heure actuelle. Et voilà, en tout cas, nous, on est parfois sollicités pour donner des cours, des conférences, de plus en plus. Donc, c'est quelque chose qui se développe. Et j'espère que ça va continuer d'être le cas. Et donc, tout à fait, Antoine, effectivement, il faut essayer de limiter le nombre de requêtes au serveur. Donc, si possible, on recommande en dessous de 30, mais après, ça dépend toujours de l'usage et du type de site. Il y a Aurore qui dit rechercher une formation UX designer. Et notamment, parfois, il y a des programmes, voilà, qui a vu des programmes qui mentionnaient l'éco-conception. Effectivement, c'est quelque chose qui se développe. Il y a une appétence de pas mal de gens, donc forcément, ça monte. C'était le cas notamment à l'ECV Digital à Paris. Super, ben voilà, c'est quelque chose qui se développe. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Je vous laisse vous recommander vos formations. Ouais. C'est dommage qu'on ne puisse pas entendre les participants. J'aime bien l'interaction de oui, voix. c'est prêt à mettre à distance. En plus, on ne sait pas toujours combien de personnes on va avoir. On espère en tout cas qu'on a répondu à vos questions et que ça vous aura intéressé. On a essayé d'être assez synthétique et de vous donner une espèce de vue d'ensemble assez rapide de plein de choses, en tout en essayant d'illustrer un petit peu. Pour les ressources, je peux vous remettre le guide, on vous renvoie vers le guide parce que nous, c'est justement un travail de synthèse qu'on a fait. Pas mal de ressources, il faut aller voir aussi dans la partie aller plus loin. C'est ça. Il y a les sources du guide qui vont, je pense, vous intéresser, que ce soit des choses sur l'ADEME, chez Green IT, chez Upcast. Il y a plein d'autres sites de référence tout au long du guide, parce qu'on n'a pas inventé. Hein. Il y a plein de choses qu'on a grappillées un peu partout, donc tout au long du guide, et notamment dans les sources, dans les en savoir plus, dans la fin du guide, vous pourrez trouver plein d'autres ressources intéressantes. Voilà. Et si vous avez aussi des sujets particuliers sur lesquels vous avez des questions et vous voulez des ressources, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On est disponible, on est sur LinkedIn ou via les designers éthiques. Il n'y a pas de souci, vous nous contactez, on vous envoie ça. Et tout à fait, Antoine, en tout cas. Si on applique les principes du UX design, on est déjà pas mal. En effet, en fait, l'éco-conception, ça revient surtout souvent à revenir aux besoins de l'utilisateur sans en faire trop, sans en faire plus, sans être dans la surqualité. Et voilà. Et simplement, si on fait un site accessible, déjà éco-conçu, avec le juste quantité entre sobriété pour amélioration de l'expérience et fonctionnalité, souvent, ça va déjà être très optimisé. Et je te coupe, mais c'est vrai que Emmanuel parle du référentiel qui va sortir cette semaine, hein, c'est ça Alors, on a inscrit, je crois que c'est la semaine prochaine. C'est ça le lancement. Et donc, voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui va aider. Oui, de plus en plus de ressources qui voient le jour. Voilà, exactement. Pour nous aider à y voir plus clair.
Le 14, c'est le référentiel Le référentiel de de... conception responsable des services Ouais. numériques de la DINUM, donc qui est un organisme étatique. Alors, c'est pas celui de l'INUM, c'est celui De de... l'INR, non? Ouais. De l'Institut du numérique responsable. D'accord, Yes. merci Emmanuel. OK. Voilà, et ben, en fait, c'est collaboratif, c'est DINUM, INR, ADEME et MTE. Merci Christophe. Yes. Voilà, voilà. Bon, bah, on espère que vous avez un petit peu trouvé de l'intérêt, appris des choses et vous avez en tête des ressources à aller voir en plus. Et puis, bah, on espère vous recroiser Ouais. Merci beaucoup tout le une monde et prochaine merci, fois. merci à tous les contributeurs et contributrices aussi dans les questions et les réponses.